Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Franck Ferrand nous entraîne cet après-midi au cœur de la Rome impériale. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de faire revivre pour vous la Rome de Néron. Et si je m'y suis risqué, c'est qu'une Romaine est à mes côtés cet après-midi. Romaine du 21e siècle, certes, mais aussi un peu du 1er siècle de notre ère. Anne-Laure Cartier de Lucas vient de faire paraître aux belles lettres un beau roman. Je dirais roman beau comme l'antique intitulé L'ouverture de la mer. Et j'imagine que nous irons nous promener à Rome en fin d'émission. Oui, Vanessa Zah nous guidera jusqu'à l'épicentre de la Rome néronienne, jusqu'à cette Domus Aurea qui n'en finit pas d'éblouir les siècles. Vous voulez un portrait de Néron ? Eh bien voici un. Il avait une taille ordinaire, nous dit l'auteur, son corps était hideux, couvert de taches, sa chevelure blonde, sa figure plutôt belle qu'agréable, ses yeux bleus et faibles, le cou fort, le ventre gros, les jambes grêles, le tempérament vigoureux. Malgré l'excès de ses débauches, il ne fut malade que 3 fois en 14 ans. Encore ne le fut-il pas au point d'être obligé de s'abstenir de vin ou de rien changer à ses habitudes. Il avait si peu de décence et de tenue que dans son voyage en Grèce, il laissa retomber derrière sa tête ses cheveux qui d'ailleurs étaient toujours disposés en étage et que souvent il parut en public vêtu d'une espèce de robe de chambre, un mouchoir autour du cou, sans ceinture, sans chaussures. Oui, vraiment portrait assez peu flatteur. Il faut dire par un des historiens à la langue la mieux pendue, si j'ose dire, de l'Antiquité, Suétone, auteur de la célèbre Vie des 12 Césars. Les 12 Césars en question sont les premiers. Hein. Ça commence par le vrai César, par Jules, et ça finit à Domitien. Avec Tacite, qui lui est l'auteur des Annales, Suétone est une des sources principales pour aborder le règne de Néron. Ils ont fait l'un et l'autre de lui un tyran cruel, en proie à la folie, dont l'incendie de Rome serait la preuve la plus flagrante. Tout ça, évidemment, est à prendre avec des pincettes. Et on peut dire que le règne de Néron, d'une façon plus générale, avait déjà très bien commencé. Néron devient empereur à 17 ans. Nous sommes là le 13 octobre 54 de notre ère, bien sûr, hein. On est à la mort de Claude. Néron a été littéralement porté au pouvoir. Hein. Il a été confirmé empereur par la garde prétorienne. Il administre l'État dans un premier temps avec une certaine magnanimité, avec une forme de sagesse. Seulement autour de lui, comme le dit Suétone, ce ne sont déjà que fêtes et débauches. Néron assure sa popularité en multipliant les occasions de festoyer. Alors il y a des spectacles, toutes sortes de prodigalités, on se procure les ressources indispensables. Comment ? Eh bien en dépouillant un certain nombre de grandes familles, à commencer par tous les sénateurs qui vont devenir la bête noire, ou réciproquement, de l'empereur. Assez rapidement, Néron n'hésite pas à intervenir directement dans la vie de ses proches et de ses opposants. Il va en faire assassiner certains. La liste va commencer à s'allonger. Il empoisonne Britannicus, le fils de Claude, donc le frère de Néron, par adoption. Il fait tuer sa propre mère, Agrippine la jeune. Donc ça, on a eu l'occasion de le raconter ici même. Il accuse sa première épouse, Claudia Octavia, d'adultère. Et donc du coup, la voilà exilée sur une île où elle ira se donner la mort, à moins qu'on ne la lui ait donnée, la mort. Tout est possible. Et puis un petit peu plus tard, c'est Sénèque. Vous savez, l'immense Sénèque, son précepteur, qui malgré lui a été compromis dans un complot contre l'empereur et qui va être contraint au suicide. C'était une forme d'exécution fréquente à l'époque. Hein. On vous laissait quelques heures pour débarrasser le plancher, si vous me passez l'expression. En 64, Néron est donc dans la 10e année de son règne. Il a fait sur une scène à Naples ses vrais débuts au théâtre lors des seconds Jeux néroniens. Il se considère, disons-le, d'abord comme un artiste, un homme de théâtre, un comédien. L'empereur, en tant que chanteur et joueur de sitar, participe à des spectacles. L'Empire est alors à l'apogée de sa puissance et c'est un paradoxe, bien sûr, de voir ce spectacle de l'empereur qui... On ne sait pas trop ce qu'il fait finalement. L'Empire est bien administré, hein, et notamment les différents gouvernements militaires sont tout à fait tenus à l'époque.
Beaucoup de succès militaires dans la Rome de l'époque d'ailleurs. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, nuit de pleine lune, Néron se trouve au bord de la mer, il est à Antium, qui est une station balnéaire de la baie de Naples. Nous allons revenir sur tout ça tout à l'heure. Il a fui la chaleur de Rome, une chaleur écrasante, et on l'avertit qu'un incendie s'est déclaré dans la ville éternelle, qu'un incendie est en train de ravager la capitale. Je passe cette fois la parole à Tacite. Le feu prit d'abord à la partie du cirque qui tient au mont Palatin et au mont Caelius. Là, des boutiques remplies de marchandises combustibles lui fournirent un aliment, et l'incendie, violent dès sa naissance et chassé par le vent, eut bientôt enveloppé toute la longueur du cirque, car cet espace ne contenait ni maison protégée par un enclos, ni temple ceint de murs, ni rien enfin qui pût en retarder le progrès. Le feu vole, il s'étend, ravageant d'abord les lieux bas, puis s'élançant sur les hauteurs, puis redescendant si rapide que le mal devançait tous les remèdes, et favorisé d'ailleurs par les chemins étroits et tortueux, les rues sans alignement de la Rome d'autrefois. Et oui, car au moment où Tacite raconte tout cela, Rome a été reconstruite, et pour cause. Mais à l'époque, on est dans l'imbrication de ces insulés, vous savez, qui évidemment favorisent la propagation des flammes. Le palais de l'empereur lui-même commence à brûler. Alors, sans attendre, on selle les chevaux, bien entendu. Néron part sur le champ en direction de Rome. Il faut vous dire que lorsque l'incendie ravage Rome en 64, on a l'habitude de ce genre de sinistre, puisque ça n'est pas la première fois que ça arrive. En 27, en 36, durant le règne de Tibère, des incendies déjà avaient éclaté sur la colline du Caelius. Le second avait d'ailleurs détruit toute une partie du quartier de l'Aventin. En 54, alors que Claude est empereur, le feu a pris dans le quartier émilien. L'empereur a passé 2 jours et 2 nuits près du lieu du sinistre, à diriger lui-même les équipes de secours, ou plus exactement, à organiser ceux qui dirigent les équipes de secours. On a mis dans l'affaire tout ce qu'on a trouvé, beaucoup de soldats bien sûr, mais aussi des esclaves. Enfin, il n'y a pas que des pompiers professionnels, si je puis dire. Et puis, plusieurs décennies encore auparavant, rappelez-vous qu'au moment où les Gaulois entrent à Rome, ils avaient déjà mis le feu et l'incendie avait failli de s'emparer de la ville. Je dis décennies, on pourrait parler de siècles en l'occurrence. Les incendies sont également fréquents dans les insulae. Les étages supérieurs de ces grands immeubles sans eau, sans sanitaire, abritent les habitants les plus pauvres qui souvent, parfois en tout cas, utilisent des braseros pour cuire les aliments, pour se chauffer tout simplement, ce qui peut déclencher des départs de feu rapides. Les escaliers sont en bois, etc. Donc on voit des maisons qui s'allument littéralement comme des torches. Bref, l'incendie est une chose, hélas, relativement habituelle chez les Romains. Simplement, celui dont nous parlons, là, celui de 64, est en train de prendre des proportions littéralement extraordinaires. La nuit du 18 juillet 64 restera dans la mémoire de Rome la nuit maudite à jamais. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez un épisode du règne de Néron, ce fameux incendie de Rome, cette nuit du 18 juillet 64. Alors il y a quand même une question que je me pose depuis le début de votre récit. À quoi ressemblait Rome à cette époque ? Il faut aller au musée de la civilisation romaine pour voir la grande maquette qui nous donne une idée assez précise de ce que pouvait être Rome. C'est tout simplement la métropole la plus peuplée du monde occidental. Au moins 1 million d'habitants, vous imaginez ça, en 64 de notre ère. Il y a 2000 ans, 1 million d'habitants sur une superficie de presque 20 km². La ville est divisée en 14 grands arrondissements. C'est une ville, bien sûr, très peuplée, avec beaucoup d'insulés, je vous disais, avec beaucoup de petites maisons, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, de grands monuments, des palais extraordinaires, des monuments publics, des basiliques. Tout ça concentré essentiellement sur la colline du Palatin et à son pied, c'est-à-dire sur le fameux Forum et le long de la Via Sacra. Rome est
le cœur de ce gigantesque empire, c'est la plaque tournante de tout le commerce, c'est là que sont transformés, vendus en gros et en détail des marchandises qui arrivent des quatre coins du monde connus. Rome est le haut lieu du luxe également, n'oubliez pas, et c'est un aspect qu'on a parfois tendance à négliger lorsqu'on en parle, c'est une place financière majeure à l'époque. C'est également une cité polythéiste avec toutes sortes de divinités qui veillent aux activités du quotidien, des rituels religieux tout à fait passionnants, qui rythment la vie des Romains, des fêtes sacrées, des fêtes qui donnent lieu à toutes sortes de cérémonies publiques, cérémonies privées, certaines avec des sacrifices d'animaux, etc. Il faut se faire une idée de cette fresque urbaine extraordinaire. En juillet 64, Rome est donc carrément menacée par les flammes. Toute une partie de la ville est maintenant rougeoyante, incandescente, ça doit gronder, vous imaginez, avec en plus les écroulements des étages des maisons lorsque les poutres cèdent, tout ça ravagé par ces flammes immenses qui se propagent toujours à la vitesse du vent, dans un bruit terrible, une panique indescriptible, des familles entières vont abandonner la ville, essayer de s'approcher de la campagne environnante. Plus d'1 million de citadins ont été surpris dans leur sommeil et, pour ne pas être pris au piège de la fournaise, sont en train de tout quitter derrière eux. Les lamentations des femmes éperdues, nous dit Tacite, l'âge qui ôte la force au vieillard et la refuse à l'enfance. Cette foule où chacun s'agite pour se sauver soi-même ou en sauver d'autres, où les plus forts entraînent ou attendent les plus faibles, où les uns s'arrêtent, les autres se précipitent, tout met obstacle au secours. Souvent, en regardant derrière soi, on était assailli par devant ou par les côtés, on se réfugiait dans le voisinage où il était envahi par la flamme, on fuyait encore et les lieux qu'on croyait le plus loin s'y trouvaient également en proie. Enfin, ne sachant plus ce qu'il fallait, où éviter ou chercher, toute la population remplissait les rues, gisait dans les campagnes. Quelques-uns n'ayant pas sauvé de toute leur fortune de quoi suffire aux premiers besoins de la vie, d'autres désespérés de n'avoir pu arracher à la mort les objets de leur tendresse, périrent quoi qu'ils pussent échapper, et personne n'osait combattre l'incendie. Des voix menaçantes défendaient de l'éteindre, des inconnus lançaient publiquement des torches en criant qu'ils étaient autorisés, soit qu'ils voulussent piller avec plus de licence, soit qu'en effet, ils agissent par ordre. Ah, voilà l'accusation portée. Et voilà ce sur quoi vont pouvoir échafauder leurs hypothèses un certain nombre de ceux qui depuis ont essayé d'analyser l'incendie en question. Les flammes poussées par le vent gagnent le Palatin, elles sont arrêtées par les édifices en pierre des Césars, le feu bifurque à ce moment-là vers le Capitole, vers les parties basses de la ville, et pendant ce temps, que fait l'empereur ? Il est en route pour Rome. Il est donc parti d'Antium, il faut presque 4 heures pour rallier la capitale à cheval, et c'est presque à l'aube que Néron, entouré de ses principaux conseillers, entouré de ses prétoriens aussi, que Néron arrive en vue de Rome, d'une cité gigantesque entièrement prise par les flammes. Un voile de fumée recouvre la ville, la troupe de l'empereur voit des colonnes incandescentes des pentes de l'Aventin au sud de l'Esquilin, à l'est. Néron n'en croit pas ses yeux. Il est le premier surpris par l'ampleur du sinistre. Suétone nous dit « Le peuple n'eut d'autre refuge que les monuments et les tombeaux. Outre un nombre infini d'édifices publics, le feu consuma les demeures des anciens généraux romains encore parés des dépouilles des ennemis, les temples bâtis et consacrés par les rois de Rome ou pendant les guerres des Gaules et de Carthage. Enfin, tout ce que l'Antiquité avait laissé de curieux et de mémorable, très important parce que Rome va bientôt de ce fait devenir en quelque sorte une sorte de ville neuve, de ville nouvelle, puisque tout ce que les siècles s'étaient chargés d'accumuler dans ces lieux se trouve la proie des flammes. Néron, à travers l'opacité d'un brouillard de feu, découvre l'étendue du désastre. Donc il se rend dans un premier temps au jardin de la villa de Mécène, que le conseiller d'Auguste avait fait décorer sur l'Esquilin. L'objectif, c'est d'être sur l'endroit le plus élevé, encore à l'abri de la zone de feu, pour avoir tout simplement la vue la plus dégagée sur le sinistre d'une ampleur sans précédent. Au sommet de la colline du Palatin, où sont édifiées les 3 premières habitations de la ville internelle, le palais impérial, construit depuis 3 ans seulement, est presque entièrement consumé.
Mais les palais d'Auguste, de Tibère, les temples de Jupiter et d'Apollon, la bibliothèque palatine qui avait été fondée par Auguste, la maison de son ancienne épouse, Livia, vous savez, cette sublime maison, tout ça a été partiellement épargné et les quartiers limitrophes du fleuve, du Tibre, sont également assez préservés. Est-ce bien Rome, cet enchevêtrement de ruines calcinées, demande Anne-Laure Cartier-Deluca dans l'ouverture de la mer? Où sont les temples, les palais, les villas, les jardins, la cité de marbre dont pouvait s'enorgueillir Auguste n'a pas résisté aux flammes. Sur les rares fragments de façade encore en pied, la couleur a disparu, tout est uniformément noir ou gris, les rues sont obstruées par des amas de décombres, à force de zigzaguer pour trouver un passage, on a du mal à s'orienter. 7 troupes d'affranchis d'élite ont été déployées pour tenter de maîtriser autant que faire se peut le sinistre. Le préfet des vigiles dispose d'une force de 7000 pompiers, ou équivalent de nos pompiers sauveteurs, si vous voulez, des démolisseurs aussi, qui viennent de 7 casernes disséminées dans Rome. 14 postes de vigie suivent l'avancée du sinistre. On ne peut pas dire que tout ça soit mal organisé, loin de là. D'autant plus qu'on est équipé de pompes à bras, de haches, de crocs, de scies, jusqu'à des éponges, des pièces de drap imbibées de vinaigre, des matelas également, tout ce qu'on peut faire pour étouffer le feu, pour étouffer ces flammes, les empêcher de se propager de cette manière. Alors Néron, qui contrairement à la légende est donc arrivé à Rome, prend un certain nombre de décisions. Il organise lui-même les secours, comme l'avait fait ses devanciers. Comme Claude, 10 ans plus tôt, il est au milieu des sauveteurs, il passe la nuit dans une villa des jardins serviliens, en dehors des murailles de la ville, mais il ne bouge pas de Rome, alors que la cour, elle, est restée en grande partie à Antium. Néron fait construire à la hâte des baraquements pour accueillir le plus possible de sinistrés, de blessés. Il faut s'occuper des réfugiés maintenant, bien entendu, et l'objectif, c'est de reloger rapidement celles et ceux qui n'ont plus d'habitat. Déjà, les rumeurs les plus folles se propagent, aussi rapides que les flammes de l'incendie, et les rumeurs en question, maintenant, vous en devinez bien sûr la teneur. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'empereur Néron cet après-midi sur Europe 1. Alors effectivement, vous le disiez, les rumeurs sont en train d'enfler. On se pose tous cette question. Néron est-il responsable de cet incendie qui a pris le 18 juillet 64 à Rome? Et qui a duré 6 jours et 7 nuits. Vous imaginez ça avec toutes les conséquences que ça a pu avoir dans tous les domaines de l'activité humaine. Alors assez vite, effectivement, certains sont convaincus que l'incendie a été ordonné en très haut lieu, que ce serait pourquoi pas Néron en personne qui serait à l'origine. Après tout, l'empereur a si mauvaise réputation. Certains disent que l'empereur a fait brûler Rome pour le plaisir du spectacle. D'autres parce qu'il avait l'intention de reconstruire la ville et qu'il fallait bien faire place nette. Choqué de la laideur des anciens édifices, ose écrire Suétone, ainsi que des rues étroites et tortueuses de Rome, Néron y mit le feu si publiquement que plusieurs consulaires n'osèrent pas arrêter les esclaves de sa chambre qu'ils surprirent dans leur maison avec des étoupes et des flambeaux. Des greniers voisins de la maison dorée et dont le terrain lui faisait envie furent abattus par des machines de guerre et incendiés parce qu'ils étaient bâtis en pierre de taille. Il regardait ce spectacle du haut de la tour de Mécène, charmé, disait-il, de la beauté de la flamme et chantant la prise de Troie revêtue de son costume de comédien. Ça, ce sont des images tellement fortes qu'elles vont imprégner évidemment des générations et des générations de lecteurs. De peur de laisser échapper cette occasion de pillage et de butin, il promit de faire enlever gratuitement les cadavres et les décombres, mais il ne permit à personne d'approcher les restes de sa propriété. Il reçut et même exigea des contributions pour les réparations de la ville et faillit ainsi ruiner les provinces et les revenus des particuliers. Entre parenthèses, c'est incroyable parce que même quand il essaie de faire quelque chose, là en l'occurrence de récupérer un peu de fonds pour sauver... Ah ben non, là c'est pas... Oui. Là, on a l'impression que l'accusation est totale. Et Tacite, qui hésite à se prononcer, lui, sur la responsabilité de Néron, écrit de son côté, je cite, « Néron mit à profit la destruction de sa patrie et bâtit un palais où l'or et les pierreries n'étaient pas ce qui étonnait davantage. Ce luxe est depuis longtemps ordinaire et commun, mais il enfermait des champs cultivés, des lacs, des solitudes artificielles, bois, esplanades. Au reste, l'espace resté libre ne fut pas rebâti au hasard et sans ordre. Les maisons furent alignées, les rues élargies, les édifices réduits à une juste hauteur.
On ouvrit des cours et l'on éleva des portiques devant la façade des bâtiments. L'eau que des particuliers détournaient à leur usage fut rendue au public et des gardiens furent chargés de veiller à ce qu'elle coulât plus abondante et en plusieurs endroits. Mais aucun moyen humain, ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires ne faisaient taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Chère Anne-Laure Cartier-De Luca, bonjour. Merci Bonjour, d'être François. venue de Rome pour nous parler de Néron. Vous connaissez très bien, vous, cette Domus Aurea et ce règne que vous décrivez avec tant de saveur et tant de finesse dans votre roman. Alors, le cri public dont parle Tacite, est-ce qu'il était ou non justifié? D'après vous, livrez-nous d'abord votre intime conviction avant d'entrer dans les détails. Est-ce que oui ou non, Néron a mis le feu à sa propre capitale? Écoutez, il y avait tout de même des indices. Le fait que ce feu, vous avez dit à juste titre qu'il y a eu des incendies. Mais celui-là, on ne pouvait pas l'éteindre. Quand on éteignait le feu d'un côté, il reprenait de l'autre. Et il avait tout l'aspect d'un incendie criminel. On a vu, disent certains, alors c'est Suétone qui se fait leur porte-parole, ça tombe pas très bien parce qu'on n'a pas une confiance folle dans ce que peut toujours raconter Suétone, mais on dit qu'on a vu certains mettre le feu intentionnellement à certains îlots d'habitation. Oui, on a vu des hommes menaçant, jeter des torches C'est ça. et disant qu'ils avaient reçu des ordres. Alors ces éléments... tout de même... On va bientôt désigner un bouc émissaire, si je puis dire, puisqu'on va tout mettre sur le dos des chrétiens. Et l'on sait les persécutions qui vont suivre ce grand incendie. Et justement, Néron se sentant soupçonné, parce que le soupçon s'étend, va chercher un bouc émissaire. Et il va choisir une communauté qui est la moins protégée, qui est mal connue, qui est celle des chrétiens. Il avait pensé aux Juifs d'abord, mais les Juifs étaient protégés par une loi qui datait de César, parce que la communauté juive avait pris parti pour César contre Pompée, et donc il s'était protégé. Donc il s'est jeté sur les chrétiens. Les chrétiens en fait. que l'on va crucifier, qu'on va transformer en torches vives. Enfin, c'est horrible. On va transformer, on va les mettre sur des croix, les transformer en torches vives pour illuminer les jardins du palais, même dit-on. Tous ces éléments, évidemment, n'ont pas joué en sa faveur. Et puis, il a déjà mauvaise réputation. Il a déjà en 64, comme vous le disiez tout à l'heure, assassiné un certain nombre de ses proches. Un certain nombre de ses proches, et notamment sa mère. Sa mère qui l'avait conduit au pouvoir et qui commençait à le gêner. On a beau être empereur de Rome, ça n'est pas une attitude très banale, je vous le concède. Alors tout de même, un certain nombre d'historiens aujourd'hui nous disent « Arrêtons d'accuser Néron, Néron n'y est pour rien ». Dans un instant, je vais vous avancer un certain nombre de leurs arguments. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un vrai débat que vous nous proposez cet après-midi sur Europe 1. Néron, responsable ou pas de cet incendie de juillet 64? Eh bien, la question, vous allez la poser à votre invité. Vous recevez Anne-Laure Cartier-De Luca. Elle vit à Rome. Elle est venue juste pour nous cet après-midi. Elle a été professeure de lettres au lycée français avant d'enseigner à l'université italienne. Et elle est aussi et surtout l'auteur de L'Ouverture de la mer, journal de Tiron d'Alexandrie, paru aux éditions des Belles Lettres dans la collection La Vie des Classiques. La Vie des Classiques, ce sont de belles collections. Je trouve que cet éditeur, Les Belles Lettres, mérite bien son nom. Il y a quelque chose de classique dans votre écriture, on y reviendra tout à l'heure, évidemment. On aura compris que j'ai beaucoup aimé ce livre. Revenons à notre incendie. Certains nous disent aujourd'hui, d'abord on était en plein dans un des étés les plus secs et les plus chauds qu'on ait connus, cet été de 64 de notre ère, et comme si un mal n'arrivait jamais seul, le vent était immense. Et ce serait le vent, ces espèces de vents coulis, qui auraient propagé l'incendie dans des proportions inhabituelles. Qu'avez-vous à répondre à ça, madame le procureur? Je dis qu'en effet, oui, pour cela, oui. Seulement... Ça a aggravé les choses, en tout cas. Ça a aggravé l'incendie. Seulement,
il y a encore autre chose, c'est que les soupçons ont été aussi... en fait, on a soupçonné Néron pour la suite, pour ce qu'il en a fait de cet incendie. C'est-à-dire que la ville a été complètement dévastée, tout le centre de la ville a été dévasté, et on dit un tiers de Rome. Bon. Et sur ce centre de la ville, que fait-il ? Il ne va pas reconstruire des habitations. Il ne reconstruit pas les habitations. La population ne sait plus où aller habiter. Et il construit sa fameuse maison dorée, la Domus Aurea. C'est le nouveau palais tout neuf de l'empereur qui prend la place des anciens quartiers. Voilà, 80 hectares. Tout le centre de la ville va être sa demeure. C'est-à-dire, depuis le Palatin jusqu'à l'Esquilin, toute cette vallée, et là où se trouvera plus tard le Colisée. Il n'y a pas simplement une demeure immense avec des centaines de pièces, de chambres, mais vous avez aussi un étang, des jardins, des portiques. Enfin, il s'est approprié la ville. Et donc, on est tenté de penser que c'était très facile de dégager cet immense espace pour pouvoir faire cette construction démesurée. Parce qu'il aurait quand même fallu, même s'il pouvait exproprier les particuliers, il y avait des temples, il y avait des bâtiments publics. C'était beaucoup plus difficile de les faire détruire pour faire construire sa fameuse villa. Alors c'est un élément. Et ça, c'est une réponse à tous ceux qui disent si Néron avait agi comme il l'a fait, s'il avait lui-même mis le feu ou en tout cas ordonné l'incendie de Rome pour assainir la ville, il aurait commencé par tous les quartiers populaires et mal placés au lieu de commencer par les centres névralgiques de la ville. Mais vous nous dites non parce que son but à lui, c'était de faire place nette au centre même de la ville. Voilà, exactement. Il a fait place nette pour lui-même. C'est un règne qu'il est difficile de défendre quand même, le règne de Néron. Je pense, très difficile. Si vous pensez aux différents crimes, parce qu'il a tous les crimes, que ce soit son demi-frère, sa jeune épouse, sa mère, son précepteur Sénèque, nous en parlerons peut-être, qui devient son ministre, toutes les personnes qui l'ont aidé à s'élever, qui l'ont conseillé, il les élimine au bout d'un moment. Oui. C'est étrange. En fait, il ne faut aucun obstacle à la volonté de l'empereur. À ses caprices. À ses caprices même, oui. Donc, vous pensez qu'on peut suivre aveuglément les sources par ailleurs assez négatives Je pense que Tacite, au moins, est un historien très sérieux. Et puis, il avait 9 ans lorsque l'incendie a eu lieu. Tacite. Oui, il avait 9 ans. Bon, vous allez me dire 9 ans, c'est encore un enfant. À l'époque, pas tellement. Il a déjà l'âge de raison, comme on dit. Il a déjà l'âge de raison. Il a pu parler avec des personnes qui ont assisté à cet incendie. Il est vraiment contemporain de cet incendie. Alors, au contraire, Suétone vient plus tard et ramasse des rumeurs et qu'il aime bien colporter. Certains, au Sénat, dans un certain nombre de gouvernements militaires éloignés de la capitale, ont essayé de s'opposer à Néron. Il y a même eu des conjurations. Alors, oui, la grande question, c'est, étant donné que Néron poussait vraiment à la déchéance totale, on se demande est-ce que les Romains ont réagi ? Parce qu'on a une vision de la société romaine qui se complaît dans l'avilissement le plus total. Eh bien, justement, non, il y a une réponse. Il y a la conjuration de Pison qui a eu lieu en 65. Le temps qu'elle s'organise après cet incendie. Les Romains n'en pouvaient plus de supporter ce tyran et ses caprices. D'autant que les impôts
qu'il avait prélevés pour reconstruire la capitale, en fait, ils ont été les sommes ont été dévolues pour reconstruire sa propre La maison demeure. dorée. Oui. Bon. Donc, Parlez-nous de cette conspiration de Pison. alors, elle réunit des personnes de toutes les couches de la société romaine, les patriciens, aussi bien que les affranchis, les sénateurs, les chevaliers, les militaires. Vous avez des personnes de toutes les classes de la société, ce qui montre bien que le dégoût de Néron est unanime. Malheureusement, cette conjuration a été vantée avant qu'on puisse se libérer du tyran, et au contraire, elle va servir de prétexte à Néron pour éliminer l'aristocratie romaine par des méthodes brutales, par la torture qui pousse aux aveux. Je me dis que si nos auditeurs se posent des questions sur votre conception de Néron, s'ils s'en posaient, ils ne s'en posent plus. Oui. Nous aurons compris qu'il ne vous est pas très... Je suis assez sévère, en effet, mais je m'en tiens au texte, il faut bien le dire. Alors justement, ces textes, vous en avez tiré la quintessence, vous connaissez cette période magnifiquement, vous nous la faites revivre grâce à un ouvrage qui certes est un roman, mais qui presque d'une certaine manière serait un texte antique ajouté au texte antique. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'empereur Néron sur Europe 1 cet après-midi et surtout de son implication ou pas dans ce terrible incendie de juillet 64 à Rome. Et nous étions dans cette histoire de la conjuration, la conspiration de Pison, Anne-Laure Cartier-Deluca. Oui, donc qui permet à Néron de procéder à une élimination systématique de l'aristocratie. Par les moyens de la torture, de la condamnation à mort, de l'exil. Toute l'aristocratie est décimée, notamment les frères de Sénèque, l'un étant condamné à mort, l'autre exilé mais se suicide, son neveu Lucain. Enfin, Lucain, va mourir, mais il était déjà condamné au silence, lui, parce que le poète Lucain, au début de son amitié avec Néron, lui écrivait ses textes, et puis un jour, il a eu l'idée de lire sa Pharsale, sa pièce de théâtre, la Pharsale en public, et Néron a été jaloux et l'a condamné au silence. Donc il Néron meurt se deux prenait fois. pour un artiste véritablement. On dit qu'en mourant, il dit qualis artifex pereo, quel Voilà, artiste périt en moi. Oui, il se prenait pour un artiste, mais en fait, il se préparait on dirait aujourd'hui, la claque pour être applaudi au bon moment. Les fameux Augustiens étaient ces jeunes gens qui par centaines le suivaient, et notamment dans sa tournée en Grèce, sa tournée artistique. En fait, il emmenait le Grèce. public avec lui, ce qui est assez Il pratique. Il emmenait arrivait le dans les public bagages avec lui. l'empereur. Il C'est un succès. indiquait les moments où il fallait applaudir. Donc les Augustiens applaudissaient et entraînaient Évidemment. Vous en avez pas trop le choix, moi, je peux l'ensemble l'imaginer. des spectateurs à Alors, applaudir. cette époque, elle est le cadre de votre roman. Elle n'en est pas, le centre, disons-le. C'est la toile de fond sur laquelle vous faites vivre votre personnage, qui avait déjà connu des aventures dans un précédent volume, disons-le. Pourquoi l'ouverture de la mer? Expliquez-nous ce que c'est que cette belle image de l'ouverture de la mer. Alors, en effet, Néron n'est pas le héros de mon roman. Votre narrateur, il s'appelle Tyron. Mon narrateur s'appelle Tyron. Il existait déjà dans le précédent livre intitulé Le papyrus de la Via Appia. Et je l'ai repris et en suivant la chronologie historique, il s'est trouvé
à la période de Néron. On ne choisit pas la période dans laquelle on vit, malheureusement pour lui. Et, il est d'origine égyptienne, il est né en Égypte. Il a été ramené à Rome par un patricien qui lui a donné une éducation soignée, a fait de lui un lettré, et l'a affranchi par adoption. Bon. Et ce patricien, qui était Valerius Asiaticus, meurt, je le raconte dans ce précédent roman, et Tyron, après ce décès, décide de repartir en Égypte. Et voilà le titre, parce que à l'époque on ne voyage pas toute l'année. Voilà. Fait, hein. Les anciens avaient très peur de la mer, à juste titre, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas domestiqué encore, ils n'avaient pas apprivoisé cette mer. Hein. Ils n'avaient pas apprivoisé cette mer, ils n'avaient pas les techniques pour les voyages. Ils ne voyageaient à voile. On voyageait à ses risques et périls. Il arrivait très souvent qu'on périsse en mer. Les naufrages étaient fréquents et les anciens avaient terriblement peur de ces naufrages, avaient terriblement peur de périr en mer parce que à ce moment-là, le corps n'avait pas de sépulture et l'âme était errante. C'était ce qui pouvait arriver de pire. Donc on évitait de voyager à la mauvaise saison. On évitait de voyager à la mauvaise saison, on évitait de voyager l'hiver. Les navires de commerce, surtout, je ne parle pas des navires de guerre, évidemment. Et au printemps, on ouvrait, c'était évidemment symbolique, mais on ouvrait la mer à la navigation. Et il y a un texte d'Apulée qui raconte cette cérémonie religieuse qui était une fête. Ça fait un peu penser à la cérémonie vénitienne avec le Bucentaure. C'est vrai, oui. Donc, et c'était une cérémonie d'ouverture de la mer. Ce texte est d'Apulée et c'est ce texte qui m'a inspiré le titre de mon ouvrage. Je veux dire que vous vivez dans une sorte de familiarité avec les textes anciens. Vous travaillez à la bibliothèque Farnèse notamment, c'est une chance ça quand même. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai les textes aussi bien grec que latin. Et Il y a toujours des lettrés à Rome. Vous n'êtes pas seul, si je puis dire, Anne-Laure Cartier-Deluca. Vous avez l'école française, vous avez les chercheurs de l'école française. On vit dans la familiarité de cette bibliothèque, oui. Dans la familiarité de cette antiquité romaine, oui. Absolument, absolument. Ouais. Vous avez des chercheurs qui font un travail magnifique. Alors, nous n'avons pas raconté l'histoire de Tyron, ce dont il se charge très bien lui-même, puisque ce sont des mémoires que vous nous proposez d'une certaine manière. Alors, c'est son journal. C'est ça. Il raconte d'abord ce voyage, ce départ. Et avec tous les détails d'un voyage à l'époque, bien sûr. Des voyages périlleux, depuis les côtes romaines jusqu'à Alexandrie, jusqu'à cette ville merveilleuse qu'il va redécouvrir, puisqu'il l'a quittée, il était tout enfant. Le journal de Tyron d'Alexandrie, L'ouverture de la mer, d'Anne-Laure Cartier-Deluca, est publié aux Belles Lettres dans la collection La vie des classiques. Merci beaucoup. Vous restez avec nous puisque vous êtes venu de Rome. On va vous garder un peu pour parler de Rome, évidemment. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes depuis 14h au cœur de l'histoire de Néron et de cet incendie de Rome en juillet 64. Alors vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Françoise qui nous dit sur la page Facebook « Néron était un monstre » et puis Guillaume sur Twitter qui nous dit pourquoi certains détruisaient les habitations? N'était-ce pas pour arrêter les flammes? Et si Néron était responsable, pourquoi aurait-il laissé brûler une partie de son palais? C'est son ancien palais qu'il laisse brûler, c'est pas évidemment. Pour reconstruire le nouveau. Voilà. Eh bien, le nouveau palais, nous allons le découvrir maintenant. Nous allons sur les pas de Néron avec Vanessa Zaza, qui est chroniqueuse tourisme culturel et patrimoine sur Europe 1 et que vous retrouvez tous les samedis et dimanches matins dans les escapades culturelles. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck. Alors nous n'allons pas à Alexandrie, me dit Anne-Laure. Non, effectivement,
Non, il faut vous dire qu'au bout du voyage, évidemment, l'essentiel se passe là-bas, en terre égyptienne, enfin en terre romaine d'Égypte, pour être plus exact. Mais je tenais à ce qu'on reste à Rome, pour tout vous dire, Anne-Laure, et je laisse à nos auditeurs et à vos lecteurs le soin de découvrir tout ce que vous avez à leur raconter sur l'Égypte et sur Alexandrie. Nous sommes, dans le règne et dans le monde de Néron, et nous parlons de cette Villa Aurea que nous regardons, pour tout vous dire, depuis quelques minutes, depuis qu'Anne-Laure de Cartier-de-Luca nous a dit à quel prix elle avait été bâtie. Nous la regardons d'un autre œil quand même. C'est vrai que c'est à la fois un des trésors de l'Antiquité et en même temps un trésor au prix du sang, si je puis dire, Vanessa. Au prix du sang. Alors donc il construit en effet, il se fait construire donc cette villa, cette résidence. C'est plus une demeure d'apparat d'ailleurs, parce que dans les fouilles on n'a pas retrouvé de cuisine, de latrine. C'était plus vraiment pour être dans l'apparat, la magnificence. Et donc il l'a fait construire 4 ans. Voilà, de construction. Il va y passer que quelques mois avant 4 son ans, suicide. mais pour une armée de constructeurs. Mais c'est complètement gigantesque. Ça représentait à peu près un tiers de la ville antique, sur 80 donc hectares. Il faut quand même vous imaginer qu'il y avait des centaines de salles, il y en a 150. Il y avait un lac artificiel, des jardins, des terrasses évidemment. Et puis vous aviez finalement une ville dans la ville. Il avait même fait construire une salle à manger tournante. Alors il y a des vidéos qu'on peut voir sur internet, puisque le CNRS a fait une reconstitution de cette haute salle à manger de 12 mètres de haut, qui était spectaculaire donc pour l'époque. Et puis alors aujourd'hui quand vous visitez donc finalement cette domus donc aurea, cette maison dorée, il faut quand même essayer de s'imaginer les choses, parce qu'elle a été complètement détruite avec l'incendie donc en 104, et puis après elle a été pillée. On y a construit. Elle aura été dans sa splendeur moins d'un demi-siècle. Moins d'un demi-siècle, ouais. Voilà. Et puis Trajan aussi, enfin, s'est permis il prend toutes les pierres précieuses, les marbres, etc. pour lui-même reconstruire des choses. Mais ce qu'il y a de fabuleux dans cette visite, parce que ça se voit pas comme ça d'un seul coup, parce que elle a été engloutie sous la terre quand même pendant près de 2000 ans. Il a fallu attendre le 15e siècle pour qu'un romain... Ce sont des excavations en quelque sorte. Voilà, des excavations. Très importantes ces découvertes du 15e siècle, parce que, et c'est peut-être la rédemption de Néron d'une certaine manière, c'est que en cette toute fin du Moyen-Âge, dans une époque qui pour l'Italie, pour Rome est déjà la Renaissance, on redécouvre la Villa Aurea et ça va donner des idées à tous les grands peintres de la Renaissance, tout simplement. Raphaël qui va pouvoir passer dans les petits trous des jardins pour aller justement voir ces fresques qui ornaient en fait les pans de murs, et ces fresques qu'on appelait donc des grotesques, tout simplement parce que on les a retrouvées en souterrain, dans des grottes, d'où le nom donc grotesque, et donc les Michel-Ange, les Raphaël vont donc s'en inspirer. Alors, ça se visite le chantier de... Alors vous le visitez avec un casque depuis 2012. On en a jusqu'à 2022 de travaux, mais il y a quelque chose depuis janvier à peu près 2017 d'assez incroyable, c'est qu'on vous permet de vous plonger dans la villa, mais c'est une immersion en 3D, donc vous êtes assis. C'est la réalité augmentée, c'est réalité ça augmentée. Alors c'est génial, on vous met un casque, c'est ça, non? Alors on vous met un casque, donc vous êtes assis sur un petit tabouret dans la salle de la voûte dorée, et là on vous met ces fameuses lunettes, et alors là d'un seul coup, paf, vous êtes complètement projeté, les torches s'éteignent et vous avez tout ce soleil, toute cette lumière en fait de l'extérieur qui va s'introduire en fait dans les cavités, les murs vont tomber et là vous allez voir toutes ces colonnades et redécouvrir les couleurs de l'époque, les fresques, ce plafond complètement bleu, donc ces fresques aussi d'un rouge, le rouge pompéien, et puis après d'un seul coup vous allez vous envoler et vous allez quelque part à 10 mètres de hauteur fouler un champ de lavande et pouvoir découvrir en fait cette ville incroyable qu'il avait construite avec ce lac artificiel, avec ses terrasses, ses jardins, et puis vous pouvez voir un aussi... instrument pédagogique mais c'est fabuleux, on redécouvre comme ça l'histoire. J'ai fait cette expérience-là il y a quelques semaines, pas à la Villa Aurea, hélas, mais je dirais évidemment, j'ai été complètement bluffé par cette histoire. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer ce que peut être une visite de ce genre. C'est-à-dire que sans bouger, avec les deux pieds sur le sol, vous volez exactement. Et à 360 degrés, en plus vous bougez la tête. La fée clochette en fait. Mais ça c'est vous la fée clochette. Mais la fée clochette, faut réserver, longtemps à l'avance, je le dis. Oui, vous avez raison de prévenir. Oui, je préviens. Prévenons plutôt que de guérir. Merci beaucoup, Vanessa.
au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors ne me dites pas que vous nous emmenez à Alexandrie, Lorena Non, Martin. non, Vous non, restez non, à Rome, vous aussi. On reste à Rome. J'ai envie de vous parler aussi d'un son et lumière, en fait, dans 2 forums impériaux. Il faut se dépêcher puisqu'il est en place en fait jusqu'au dimanche 12 novembre et ensuite les spectacles il faut aller très vite, là, alors. au printemps Ça, c'est prochain. pour nos auditeurs de Rome. De Rome, voilà, ou ceux qui ont prévu de faire une escapade ce week-end. Donc 2 sons et lumières aux forums impériaux, donc Forum d'Auguste et de César. Le Forum d'Auguste, c'est un son et lumière d'une 40aine de minutes au cœur des ruines de ce forum et on peut voir les ruines reprendre vie tous les soirs depuis les gradins installés devant le Forum d'Auguste grâce à des effets spéciaux, des vidéos, des reconstitutions qui montrent les lieux tels qu'ils étaient à l'époque d'Auguste, bien sûr. Et l'histoire se concentre sur Auguste, dont la statue géante de plus de 12 mètres de haut domine la zone à côté du temple. Et ensuite, après le succès de ce spectacle-là au Forum d'Auguste, ils ont voulu créer le spectacle au Forum de César tout récemment. Et le spectacle dure une 50aine de minutes cette fois. Et on parcourt le forum à pied, on traverse les ruines, on emprunte une passerelle au-dessus du Forum de Trajan et on entre dans le Forum de César par la galerie souterraine des forums impériaux qui est ouverte pour la première fois depuis les fouilles du siècle dernier. Et cette visite évoque le rôle du forum dans la vie des Romains et aussi la figure de Jules César. Ah oui, ça donne très envie. Ça va finir là bientôt, mais j'imagine que ça reprend dès la belle saison. Exactement, au printemps prochain. Avec l'arrivée des nuées de touristes. C'est un choix, en fait. Exactement. Et j'avais aussi envie de vous dire un mot de l'association Visiter Rome, puisqu'on parlait de Néron. Et ils organisent régulièrement des visites classiques en petits groupes ou des visites privées sur un thème préétabli de leur choix ou de votre choix. Et en ce moment, et puis régulièrement, ils font des promenades thématiques sur Néron et son époque et des visites guidées, bien sûr, en français. Ils passent par la vallée du Colisée, le colosse de Néron, la Domus Aurea dont vous venez de parler, le Forum et le quartier populaire de la Subure. Merci beaucoup, Lorena. Ça me rappelle une visite avec toute l'équipe à Rome il y a 2 ans. C'était un beau souvenir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.